Salut Gwen, Hello Seb, comment vas-tu? super, Cool. vraiment très bien aujourd'hui. Ouais. Bon, génial. Ben, c'est un petit peu l'histoire de savoir un peu qui tu es, parce que c'est vrai que derrière Gwen Clap, on aimerait savoir qui est Gwen, hein, l'humain, et puis peut-être de savoir un petit peu ta naissance, d'où tu viens. Alors on t'écoute. Merci beaucoup de cette opportunité. Et c'est vrai que j'avais envie de me présenter avec qui je suis en fait, comme thème. Euh, alors je vais commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet. En fait, donc je m'appelle Gwen, je suis né à l'île de la Réunion. J'ai grandi dans une famille mélangée, donc je suis métisse d'un père français et d'une mère malgache. D'accord, Et en fait, j'ai grandi à l'île de Réunion jusqu'à 8 ans. Je pourrais qualifier mon enfance de rêve. J'ai vraiment eu une enfance magique. Où vraiment la Réunion, déjà, il y a tous les décors possibles et imaginables. Donc on peut aller à la plage, on peut aller en montagne, il y a des randonnées, il y a des cascades. C'est un paradis terrestre. ah ouais, c'est juste sublime quoi. Ouais. Et, et à la fois, mes parents aussi sont des personnes extraordinaires. Donc j'ai eu un environnement global que je peux estimer être merveilleux. Et à la fois, si je fais cette vidéo avec toi, c'est aussi parce que en fait je découvre que il n'y avait pas que du beau non plus dans cette enfance. Et c'est vrai qu'il y a des choses dont je ne parle pas parce que j'ai de la pudeur. Et en fait, j'ai envie de me révéler aujourd'hui. D'accord. Ouais. Et tu as des frères et sœurs? Ouais, on est 4 enfants. En fait, moi, je suis le dernier de 4. Donc j'ai une grande sœur, un grand frère et une grande sœur adoptive qui a été adoptée l'année de ma naissance. Donc en fait, pour moi, quand je suis né, elle était là. Donc c'est vraiment une sœur. Ok. Et ta vision du monde par rapport au fait d'être malgache, puis d'être venu après venir habiter en Europe, comment tu as vécu ça? Je sais pas, un petit peu ton ressenti par rapport à ça. Je pense que quand j'étais petit, les premiers souvenirs qui me viennent, c'est d'être très observateur. En fait, c'est comme si les autres me fascinaient dans un mélange entre je ne comprends pas qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils le font et dans quelle direction. Et à la fois parce que j'avais des questionnements presque déjà spirituels, mais presque sur le sens de la vie, pourquoi telle personne rentre dans mon champ de vision et ensuite disparaît, pourquoi telle personne joue un rôle fort des fois, d'autres un rôle très éphémère, très faible. Et qui sont ces gens en fait? C'était des interrogations sur la vie en fait. Ok. Et la pauvreté, toutes ces questions qu'il peut y avoir dans cette région, de la famille, etc. Est-ce que c'est des choses qui t'ont heurté quand tu étais gamin? À la Réunion, pour aller tout de suite dans ce qui m'a heurté, un peu comme la blague de Gad Elmaleh, quoi. Ce qui m'a beaucoup heurté, c'était les mains de ma mère ou de mon frère. Donc on pourrait dire que je suis un enfant battu. C'est que en fait ma mère ne savait pas nous gérer à l'époque et du coup elle était très violente avec nous 4. Et donc on s'est pris des roustes collectives assez fréquentes. Et mon frère aussi, avec qui je jouais beaucoup, me tapait à peu près tous les jours. Donc mon grand frère qui a 2 ans de plus que moi. Donc ça c'est le premier point noir de l'histoire. Puis en fait non, à La Réunion il y a de la pauvreté comme partout, mais c'est plutôt à Madagascar en fait où, vu que je suis métisse, on partait toutes les vacances à Madagascar où il y avait ma famille. Donc l'esprit de famille est très présent dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. J'ai une famille très soudée. Il y a une solidarité très grande aussi parce que c'est une population effectivement très pauvre et vu que ma mère et mon père s'en sortaient bien financièrement, donc mon père était dentiste, il l'est toujours d'ailleurs, et ma mère avait un magasin de vêtements à l'époque. Et
Du coup, quand on allait à Madagascar, en fait, presque la famille tournait autour de nous. C'est que Donc les cousins, les tatas, les tontons. le but, c'était d'aider la famille le plus possible. Ma mère a toujours fait encore beaucoup pour Madagascar, pour une famille nombreuse. Et moi aussi, pour les cousins ou autres, ça a toujours été aider, donner des vêtements, ramener des cadeaux, faire des choses comme ça. Et ça n'a pas toujours été évident d'avoir ce rôle depuis qu'on est enfant, de devoir aider. Ok. Et dis-moi, après Madagascar, alors comment ça s'est passé? Tu étais parti à quel âge de Madagascar? En fait, j'ai jamais vécu à Madagascar. Je suis né, j'ai grandi à La Réunion et on allait en vacances à Madagascar souvent. Et puis après, mes parents ont divorcé quand j'avais 8 ans. Et puis ma mère est partie en France toute seule. On s'est senti abandonné. Puis mon père n'avait plus de raison de rester à l'île de La Réunion. Parce qu'en fait, La Réunion, c'était vivre avec une éducation française, mais à côté de Madagascar. C'est une sorte de compromis qu'ils avaient fait tous les deux. Et du coup, on est venu en France. D'accord. Après, l'autre point pour moi intéressant à signaler quand même avec la Réunion, c'est que La Réunion, il y a de tout. Donc il y a des blancs, des noirs, des cafs, des oreilles, des arabes comme on dit, des créoles. C'est extrêmement cosmopolite et du coup la notion de différence disparaît puisque tout le monde est différent. Et donc j'ai pas souvenir de racisme avant d'arriver en France. Ah, donc ça a dû être pour toi un petit peu un choc culturel, le fait d'arriver en France et puis Ouais, carrément. de voir un peu cette différence qu'il y a dans l'humain, dans l'approche qu'on a avec les autres. Quand je suis arrivé, on est arrivé vers Genève, Annemasse. Et effectivement, le choc culturel, c'est un mélange des deux. C'est qu'à la fois, j'ai subi le racisme de personnes qui m'insultaient par rapport à ma couleur de peau. Et à la fois, le paradoxe, c'est que venant de l'étranger, entre guillemets, en fait, moi j'ai été choqué parce que les Français ne savaient pas parler français. Ouais. Et en fait, les Français parlent très mal le français. Donc je suis arrivé à la fois avec le côté raciste rentre dans d'où tu viens, et à la fois avec le côté où je parlais mieux français que les Français. Et du coup, on me traitait de petit bourgeois ou autre. Et en fait, c'est drôle parce que même aujourd'hui, quand je rencontre, j'ai plein d'amis qui sont de divers pays d'Afrique. En fait, dès qu'on a fait l'école française privée à l'étranger, on arrive en France, tout le monde est choqué parce que les Français font énormément de fautes à l'oral. Ok. Donc en fait, s'adapter à la France, c'était aussi apprendre à mal parler le français pour s'intégrer. C'est très paradoxal. Ouais, c'est assez complexe. Ouais. Et puis, tu as vécu où en France? Je t'ai dit, d'abord Genève, Annemasse, où je suis resté 2 ans. Et puis Annemasse, j'ai beaucoup de souvenirs de solitude. Même si, en fait, moi j'ai toujours mis un masque, si tu veux. D'accord. Enfin, toujours. Depuis cet âge de 8 ans, j'ai mis un masque où je vais à l'école, tout va bien. Je suis un enfant qui a l'air heureux. Et qui, en fait, dès que je rentre chez moi, je vais très mal. Et je montre pas. En fait, je montre pas mes émotions, je montre pas mes traumatismes. Tu gardais tout pour toi, quoi. Ouais, le aussi loin que je me souvienne, je me livrais pas. Et on m'a toujours reproché, effectivement, d'être très secret, très introverti. Mais tu m'as parlé d'Almas, mais tu m'as pas parlé aussi de Valence. À l'adolescence, tu étais dans la Drôme, je crois, qui est Valence. Ouais, parce que c'est après. D'accord. Donc, après, je suis parti à Valence où mon père vivait à 10 ans. Et en fait, à Valence, j'ai des souvenirs d'école privée, collège privé catholique. D'ailleurs, qui m'ont fait réaliser aussi quelque chose dans la nature humaine que je trouvais très intéressant. C'est que, en fait, moi, mes parents, il y en a qui sont. Enfin, ma famille, il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a des athées. On a quand même été élevés dans la religion, c'est-à-dire qu'à La Réunion, on faisait des camps de vacances avec un pasteur.
On allait au temple protestant. J'ai une famille très pieuse et en fait avec cette notion de religion, une religion d'amour, c'est qu'en fait j'ai que des bonnes expériences de religion d'amour et de gens ouverts. On viendra par la suite, mais j'ai des amis de toute confession, tout va bien. Donc en fait tout ce truc contre les religions, moi je le connais pas. Sauf une expérience effectivement à Valence où j'étais dans une école de bonnes sœurs et en fait les bonnes sœurs, je crois que c'est les personnes les plus méchantes que j'ai jamais vues de ma vie. Et je me demandais comment on peut vouer sa vie à Dieu et être aussi méchant avec les enfants. Donc des punitions, la manière de parler, la manière de regarder en fait. C'est vraiment quand on avait fait une erreur, certaines sœurs, elles nous regardaient les yeux remplis de haine et je trouvais ça assez incroyable en fait. Ouais. Puis sinon, l'amitié. Je pense que c'est la plus belle valeur de ma jeunesse. J'ai toujours eu des bandes d'amis, soudés, solidaires. C'est très important pour moi l'amitié. Et alors, quand tu étais ado, tu étais un enfant sage? J'avais l'air sage, je pense. J'ai toujours eu l'air sage en fait. Et en fait, non, très tôt, beaucoup de délinquance en fait. C'est parti de 10-11 ans déjà. Avec ma bande de copains, en fait, on faisait croire à nos parents qu'on dormait les uns chez les autres, alors qu'en fait, on se tapait des zones dans toute la ville, la nuit. Puis, ça a été très vite brûler des trucs, saccager je sais pas comment dire, des propriétés. Donc vraiment très vite la délinquance. Premier commissariat, j'avais 11 ans je crois, ou 12 ans. Ah ouais, c'était tôt, hein. Ouais. Et ça a été le début de nombreux passages où je me faisais arrêter pour diverses raisons, où je faisais que des conneries en fait. Les situations qui sont pas évidentes pour les gosses, quoi. Quand tu mets ça ado, c'est tribunaux quoi. Pour enfants aussi, pour stag. Puis 14 ans, tu commences à fumer, à boire. Enfin, je plutôt. Et en fait, j'ai découvert un peu cet autre monde de. C'est un peu comme si ça a cassé l'image du Gwen gentil et innocent. Et que j'avais un besoin de révolte, de tout casser en fait quelque part, qui s'exprimait à travers la délinquance, on peut dire aujourd'hui. Ouais, donc une prise de conscience un peu enfouie qui s'est révélée par ce que tu es en train d'expliquer un petit peu. J'avais pas la prise de conscience, je pense que j'étais juste un ado révolté comme beaucoup d'ados. Mais révolté et à la fois autodestructeur. C'est que tu sais, il y a la mode et puis il y a fumer. Je fumais beaucoup de joints. En fait, à partir de 14-15 ans, je fumais beaucoup de joints, je prenais des cuites, je me mettais dans des états pas possibles. Et c'est ça le côté autodestructeur, c'est que quelque part c'était une manière d'extérioriser mon mal-être intérieur, mais sauf que je me l'infligeais à moi-même. Puis après, le besoin d'argent, donc j'ai dealé aussi beaucoup pendant des années. Okay. J'ai fait beaucoup de conneries, mais pour moi c'est génial. Ça veut dire que j'ai expérimenté la vie en fait. Je trouve ça bien que les jeunes personnes qui ont fait leurs expériences. Ouais, voilà. Je trouve ça très bien que les gens fassent des erreurs et c'est même pas des erreurs d'ailleurs. Et quand tu avais la majorité, quand tu as eu la majorité, vers tes 18 ans, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as des choses qui ont changé dans ta vie? Je sais pas, tu as passé ton permis, tu as bossé, qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi tout. Je pense que déjà il y a un point important dans ma vie, ce sont les femmes. C'est que quand j'étais ado, les femmes, l'amour des femmes m'a aidé à sortir. C'est que en fait, je voyais que j'étais dans un milieu, comme je t'ai dit, où on fumait, on buvait, on faisait que ça en fait. C'était vraiment. Au bout d'un moment, ça me saoulait, sans mauvais jeu de mots. J'avais envie de sortir de là. Et en fait, c'est en
en commençant à flirter, les premiers jeux de séduction, les premières relations, les premiers rapports sexuels. En fait, j'ai adoré. C'est un peu comme si, en fait, le sexe, pour moi, c'était le premier endroit de ma vie où je pouvais être moi. Et j'étais très épanoui dans le sexe, mais pas ailleurs. Donc, finalement, ma relation aux femmes a été une sorte d'échappatoire qui m'a fait comprendre que si je voulais être heureux, il fallait que je sorte de ce schéma amical, malsain et lourd. Et du coup, j'ai arrêté de fréquenter mes amis pour me consacrer quasiment exclusivement à sortir avec des femmes. Mais aussi quelque part d'une manière malsaine, parce que je sortais avec beaucoup de femmes. J'étais ce qu'on appelait un player à l'époque. Donc très dragueur, très séducteur, très infidèle, faut bien l'avouer. Et donc ça a été une étape, et puis après j'ai rencontré la femme de ma vie, mais de l'époque. Et c'est qui la femme de ta vie, tu en parles au passé? Ou peut-être au présent, je sais pas. Hein. Moi je sais. Donc quand je dis c'est du passé, ça veut dire que c'est du passé. D'accord. C'est mon ex-femme que j'ai rencontrée quand j'avais 17-18 ans, en allant à Genève entre amis. Et en fait, avec mon frère aussi. Et je l'ai rencontré, coup de foudre, on s'est aimé. Puis les études, ça m'intéressait pas. Je rentrais à la fac à 17 ans. Et puis la fac, c'était pas pour moi. Il y avait tout un concours de circonstances qui fait que je voulais changer de vie. Et en plus, je la rencontre. Et en fait, on s'aimait tellement que quelque part, on a créé la vie. Donc elle est tombée enceinte. Et moi je suis parti, c'était génial quoi. C'est vraiment c'est pas le tomber enceinte comme certains racontent, oh non, fais chier, faut prendre ses responsabilités. Et là c'était vraiment le bonheur pour nous. D'accord. Et donc j'ai décidé de tout quitter de Valence, famille, études, amis, j'ai tout plaqué. Je suis venu à Genève, je me suis marié, j'ai eu Rafali, mon fils, quand j'avais 20 ans. C'était génial. C'était génial, mais ça n'a pas duré. Et tu bossais dans quel domaine à l'époque? Dis-moi. Quand je suis arrivé à Genève, je bossais dans aucun domaine, vu que j'avais aucun diplôme, ni formation, ni rien. Et t'as fait comment alors? Donc, ça a été très de petites annonces, petits boulots, aide sociale, la débrouille. Et après, sans faire de politique, les aides sociales en Suisse, elles sont agréables. En fait, je gagnais mieux. C'est même pas gagné. J'avais une meilleure vie en Suisse sans boulot qu'en France avec un boulot. Parce que j'avais quand même fait des petits boulots aussi en France pour économiser de l'argent. Et puis donc, mes premières années en Suisse, c'était différents boulots de nettoyage, de service, de vendeur de vêtements. J'ai fait plein de trucs. Et puis j'ai travaillé dans la sécurité. Et ça, c'était le truc le plus horrible pour moi en tout cas qui m'était arrivé, c'était d'être payé pour ne rien faire en fait. C'était la sécurité, si on te dit tiens, tu t'assois là, tu laisses personne passer, et 8 heures comme ça, c'est où tu peux rien faire. Et après le fameux épisode où je vais au casino, je gagne gros, qui dure des années de ma vie, et donc là soudainement la belle vie, resto, sortie, fiesta, m'acheter une voiture, je l'ai payé en liquide, flambeur aussi, sortir, faire la fête. En fait, j'avais un peu l'impression d'être le roi du monde quoi, à ce moment-là. Ça veut dire je suis jeune, je suis marié, je suis papa, je mets des bouteilles en boîte, très futile hein, les besoins, mais je m'achète ce que je veux quand je veux. C'était une grande liberté. Et puis la suite, alors, comment ça s'est passé après toute cette période-là, on va dire, quand tu as eu cette vie un peu effrénée? Déjà, ça allait plus avec mon ex-femme, donc je pense à jouer sur mon humeur, tout simplement. Et puis ça m'a saoulé aussi d'aller au casino. C'était pas épanouissant en fait. C'est comme si vraiment il y a une phase où j'ai été accro. Et après, il y a une phase où ça m'intéressait moins. Donc, j'ai décidé, avant de tout perdre d'ailleurs, de me recycler et de chercher un vrai boulot. Parce qu'en fait, c'était pas une vraie vie d'aller au casino tous les jours.
Donc j'ai gardé des économies, je me suis interdit à moi-même de retourner au casino. J'ai voulu chercher un vrai boulot avec un vrai salaire et quelqu'un m'a proposé une opportunité de bosser dans les assurances. Puis ça a marché, on peut dire, à la fois dans mon orgueil, c'est pas forcément les meilleurs souvenirs de ma vie non plus. Mais c'était bien, je le faisais avec éthique. Et pendant des années, j'étais courtier en assurance. Puis après, rebelote, je me suis réeffondré. Mais presque aussi du jour au lendemain, j'avais plus envie d'aller au travail, en fait. Donc j'étais en train d'acheter un appart. Comme une sorte de déprime un petit peu. Ouais, c'était le début d'une grande dépression où j'ai commencé à... Ouais, je voulais plus travailler, j'étais plus motivé. Bon, je vous la fais en bref. Effondrement financier, plus payer ses factures, plus sortir, plus envie de voir personne, me refermer sur moi-même, tout perdre. En fait, c'est comme si mon monde s'est effondré petit à petit. À l'époque, j'étais en conflit avec mon ex-femme, donc je voyais pas mon fils. En fait, il n'y a rien qui allait. Rien du tout. Puis là, j'ai un ami qui me dit « Ouais, c'est au tout début du site PokerStars. Tiens, t'es fort en poker, ouais. Mais maintenant, il y a du poker online, tu veux jouer ?» Puis j'étais là « Ouais, mais j'ai pas d'argent. » Et puis c'était drôle parce qu'il me dit « Je te mets 10 $ et puis tu commences des petits tournois et comme ça, tu restes chez toi. Tu vois, quitte à rien faire chez toi, autant jouer. » Et il me met le pied à l'étrier et une semaine après, j'avais 10 000 $. Donc j'avais transformé 10 $ en 10 000. Ouais, bien joué. Et là, c'était reparti aussi pour re-être complètement accro au jeu. Mais plus au casino, mais chez moi, derrière un ordi, à jouer au poker pendant encore 1 an ou 2. C'est-à-dire que financièrement, là, j'avais des rentrées d'argent. Mais ma vie, c'était le néant. Donc ma petite amie de l'époque m'a quitté. Tout s'est effondré, en fait, dans ma vie. Donc, vu que je pouvais plus payer mon loyer, je me suis retrouvé à la rue. Et en fait, là, aujourd'hui, avec du recul, je peux le dire, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, je crois, pour mon ego. C'est qu'en fait, de l'enfant qui a toujours eu à cœur de réussir tout ce qu'il fait tout seul, et de partir de chez moi jeune pour m'en sortir tout seul, alors que tous mes frères et sœurs avaient fait des longues études, et moi j'ai refusé ce privilège pour réussir tout seul. En fait, à ce moment-là, j'avais pas d'autre choix que demander de l'aide à mes parents, et c'était le truc le plus abominable pour mon orgueil, pour mon ego, de dire je m'en sors pas, je suis dans la merde, aidez-moi, quoi. Et comment tu as fait alors pour surmonter cette épreuve? En fait, ça m'a pris peut-être encore 2 ans de totale dépression. Ça veut dire que... Donc c'était en quelle année plus ou moins ça? C'est à quoi? Tu avais quel âge plus ou moins 26, 27 ans, je pense. Et en fait, j'ai revécu une sorte de deuxième enfance. En fait, j'ai rattrapé l'enfance que j'avais pas eue. En fait, comme si la vie m'a volé mon enfance trop tôt. Et là, ma dépression m'a infantilisé. Le côté papa, maman, aidez-moi, grand frère, grande sœur. J'avais jamais fait ça. En fait, j'ai jamais su me comporter comme un petit frère. Et j'ai jamais su me comporter comme un enfant, en fait, finalement. J'ai toujours été un peu le donneur de leçons, celui qui arrive mieux que tout le monde. Un peu le petit adulte qui s'est fabriqué un peu tout seul, quoi. Ouais. Finalement, aujourd'hui, je vois que c'était un orgueil je dis pas que j'en ai plus, hein, mais cette forme-là d'orgueil a complètement implosé parce que j'avais plus rien et que j'étais obligé de compter sur mes proches pour survivre, en fait. Même mon ex-femme m'aidait beaucoup. Ouais, donc c'était quoi? Une reconstruction, hein, retrouver retour à zéro. Une vie, quoi. Essayer c'est même pas, en fait, c'est même pas à zéro, c'est à moins 1000, quoi. C'est quand t'es tout en bas. Quand tu attends de toucher le fond pour rebondir, mais que tu te rends compte qu'il n'y a même pas de fond, tu vois, en fait, j'allais tellement mal que je pleurais pour tout et rien, n'importe quoi, je me sentais fou. Donc mon père m'a hébergé un temps,
où c'était horrible, ouais, je pleurais. En fait, j'avais tellement mal, je suppliais mon père, j'ai dit mets-moi à l'asile. Mets-moi à l'asile, donnez-moi des cachetons, faites quelque chose, mais je suis en train de devenir fou. Et mon père avait l'ouverture d'esprit de me dire non, pas de chimie, tu vas t'en sortir. Et puis de l'autre côté, ma mère et son nouveau marital aussi sont contre la chimie. Et du coup, ils m'ont accordé le temps nécessaire pour que je me reprenne en main tout seul. Et donc, en fait, pendant des mois et des mois, ma vie, c'était juste aller marcher, aller dans la nature, pas avoir un franc. J'allais beaucoup dans des temples, des églises, des lieux de culte, et puis des parcs, parce que pour moi les parcs c'est aussi des lieux de culte, quelque part c'est des temples naturels. Aller à la mer, aller à la rivière. Comme une deuxième naissance en fait, quelque part. Indirectement, je sais pas. En tout cas, moi je sais pas. En fait, c'est une deuxième enfance. Expérimenter la vie avec rien. C'est. Ok. Puis, mais j'allais mal, mais mieux. Puis après, je suis allé voir Taléjoine. Donc, ça veut dire que mon père, non, je dis pas qu'il en pouvait plus de moi, mais il n'arrivait pas à me sortir de là. Donc, je suis parti chez ma mère et puis Taléjoine m'ont aidé à travers leurs stages, les stages qu'ils donnaient eux de santé holistique. Chamanisme, etc. Et en fait, c'était très drôle parce que moi, tu vois, quand je dis aujourd'hui, je suis le fils de Johann Razna Mahai, ou mon beau-père, c'est Christian Talchaler, les gens ils se disent ah, ben tiens, c'est Obélix qui est tombé dans la soupe cosmique, mais en fait, non, pas du tout. C'est que comme tu entends et comme des gens entendent, j'ai pas suivi du tout ni Johann ni Tal depuis mon enfance. Et en fait, je suis arrivé dans leur stage comme un stagiaire, un anonyme. Et j'ai appris à me libérer, à lâcher mes émotions, à avoir une vie plus saine. En fait, j'ai travaillé sur moi pour me guérir. Et en fait, là, il y a eu tout de suite un petit début, c'est que j'ai travaillé sur moi pour me guérir, mais aussi pour apprendre à transmettre à mon tour. Parce que vu que moi, ça m'intéressait déjà d'être thérapeute avant, j'avais déjà eu des patients à Genève avant ça. Bon, j'ai oublié de le dire, mais c'est pas grave. Et puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui encore, il y a plein d'anciens stagiaires ou de gens qui viennent encore en stage ou en consultation qui m'ont vu aller en stage comme mec qui va super mal et qui aujourd'hui, je suis devenu enseignant et c'est moi qui fais faire des stages aux gens. Tu vois, c'est drôle. Ouais, donc tes premiers stages, c'est la question que je voulais te poser. C'était en quelle année? Mes premiers stages en tant qu'animateur ou en tant que patient? En tant qu'animateur. 2014-2015. Donc ça doit faire 6 ans que j'ai commencé à faire ça. Dans le cadre de stages. Ça veut dire que je faisais déjà de l'individuel. Puis en fait, les stages, pour moi, c'est aussi un moyen de encore travailler sur moi, mais pour apprendre à vaincre ma timidité. C'est que j'ai toujours été très timide, agoraphobe, j'aime pas la foule, j'aime pas le monde. En fait, c'est un peu comme si j'avais peur des gens. En fait. Et voilà, j'ai fait en sorte de guérir cette peur des gens en les rassurant moi, en fait. Et puis par rapport à tes activités, donc tu m'expliques aussi que tu faisais des conférences, c'est ça? Ouais, ça c'est venu plus tard. Mais en fait, je vais revenir sur un épisode qui pour moi est très important. C'est que dans ma période où j'allais vraiment pas bien, du tout, ma vie c'était la merde dont j'ai parlé avant, désolé d'être grossier. J'ai eu un jour qui a changé ma vie. Et j'étais en pleine nature, chez Johann et Tal. Il n'était pas là pour quelques jours. Moi, je devais rentrer à Genève pour voir mon fils. Et comme un imbécile, j'ai claqué la porte derrière moi. Je me suis retrouvé enfermé dehors. Et donc là, j'avais rien. Donc ma vie était horrible et
une journée horrible dans la vie horrible. Et c'était à s'en taper la tête contre le mur. Il n'y avait pas de téléphone, rien. Et en fait, je me suis dit, arrête de stresser, Gwen, détends-toi, de toute façon, maintenant, tu as le temps. Donc j'ai pris une chaise, je me suis assis dans la nature. Je suis sorti un peu de chez eux. Et j'ai médité. 5-10 minutes. Et en fait, de là, quand j'ai ouvert les yeux, c'est marrant parce que là, j'ouvre les yeux devant un paysage magnifique. Donc c'était cette sensation-là, d'être devant des arbres magnifiques, des jeux de couleurs, des jeux de lumière, des rayons de soleil qui passent. J'ai vécu ce qu'on appelle en spiritualité une illumination. En fait, tout m'a semblé extraordinairement beau et bon. Et en fait, c'est comme si c'est ça, la vie elle m'a tout repris pour mieux me dire regarde comme la vie est belle. Et en fait, c'est comme si pendant 30 ans, je savais pas que la vie était belle. Et là, dans cet instant de grâce, la vie était sublimissime. Et en fait, je continue à vivre. C'est pas une illumination qui part. C'est que je suis toujours dans cette philosophie de vie. Et en fait, depuis ce jour-là, je l'ai, ce truc de m'émerveiller devant tout et rien, d'être un gamin. En fait, j'ai jamais été un enfant. Et là, aujourd'hui, je suis un adulte, mais je sais être un enfant qui fait ouais. Je suis en vie, quoi. C'est merveilleux. Et ce truc-là, je pense que c'est ça qui m'a amené effectivement après à enseigner. C'est que j'ai appris avec Johan Ettal plutôt l'aspect santé holistique, chamanisme, médiumnité, tout ça, d'autres disciplines. Mais l'aspect spiritualité, presque c'est moi. C'est ce que j'ai développé à travers ma propre expérience. Et c'est apprendre à être heureux. Et en fait, quand j'ai réappris à être heureux, la vie, elle m'a présenté plein de choses de mieux en mieux. Des gens qui me faisaient confiance, des gens qui me sourient. Et en fait, c'est comme si à partir de là, tout est allé. Donc j'ai commencé à animer les stages. Puis après, en fait, tout s'est toujours présenté à moi au juste moment. J'avais l'idée d'animer des stages seul, mais j'aimais pas organiser. Alors je passe une annonce sur Facebook, hop, je trouve des organisateurs géniaux aussi. Donc je fais leur pub, l'association Réuniverselle. Je travaillais plus avec eux, mais à l'époque c'était une rencontre tellement magique. Et puis je rencontrais des gens qui m'invitaient à faire des conférences online, même des fois pour des choses simples. C'était pas compliqué en fait. Des fois, je me rendais pas compte que dans mon réseau, il y avait des gens qui me suivaient depuis déjà un moment, notamment par mes textes que je partage sur Facebook et qui m'invitaient parce qu'ils adoraient ma manière d'écrire ou autre. Et moi, j'étais très étonné parce que j'avais un peu le syndrome de l'usurpateur. Est-ce que je mérite tout ça en fait? Et l'autre paramètre drôle, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disaient ouais mais lui s'il s'en sort, c'est parce que c'est le fils d'eux. Alors qu'en fait pas du tout. C'était vraiment des gens qui aimaient mon énergie et tout. Et c'était c'est toujours d'ailleurs pour moi un témoignage humain. Un des plus beaux, c'est quand les gens ils me font confiance. Et même tous mes patients, jusqu'à aujourd'hui, je leur dis merci infiniment de me faire confiance. Je trouve que c'est un cadeau qu'on se fait les êtres humains les uns aux autres quand on offre notre confiance. C'est beau et voilà. Donc stage, conférence. Après à ma petite échelle, tu vois, j'ai pas la prétention de dire que je suis au sommet, tu vois, je suis là où j'en suis. Et c'est très bien. En fait, je sais comment je vais terminer ça. Parce que j'en parlais avec une patiente cette semaine. Et je lui disais, l'important, c'est pas d'être au sommet de la montagne. L'important, c'est de gravir les marches.
Et en fait, je remarque que c'est ça. Quand j'étais en pleine dépression, je voulais remonter les marches 4 par 4 et ça marchait pas. Donc j'ai appris à faire une marche, puis une autre. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai remarqué que la vie, c'est pas de vouloir être plus haut ou au sommet. C'est quand chaque marche, t'es dessus et tu te dis, mais c'est génial ici. J'adore cette marche. C'est trop bien ce que je vis aujourd'hui. Et après, en fait, tu t'en fiches de monter et descendre les marches. Tout devient génial dans l'instant présent parce que, en fait, tu développes une sorte de foi que tout ce que tu vis, tu dois le vivre dans cet instant. Et en fait, cette magie de la vie, c'est ce qui m'émerveille, c'est ce qui me passionne personnellement et professionnellement. Merci beaucoup, Gwen. Merci à toi de ton écoute. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Oui. En fait, je rajoute que si j'ai voulu faire cette vidéo où je me présente de manière personnelle, c'est qu'effectivement, il y a des personnes qui m'ont dit que ça pouvait être intéressant de connaître mon chemin à d'autres, ce qui m'honore vraiment beaucoup trop. J'ai du mal à prendre ma place là-dedans. Donc, l'autre but de faire cette vidéo, c'est vraiment un travail sur moi. C'est que c'est dur pour moi, donc je pense que les gens ils voient que je peux être gêné ou honteux ou que j'ai pas vraiment, je suis pas très à l'aise dans tout. Mais voilà, mon message de la fin, ce serait que j'ai confiance, j'ai foi en moi, en toi, aux êtres humains. Et voilà, si cette vidéo peut servir à certains de se dire, on a tous un parcours atypique, on a tous vécu des expériences, des belles, des qu'on estime moches, et qu'au final, avec du recul, on se rend compte que toutes ces mauvaises ou moches expériences sont justes, parce qu'elles nous permettent d'être nous au présent. Et en fait, il y a plus que 2 mots qui me viennent, c'est gratitude. Je remercie tous les gens que j'ai rencontrés, toutes les expériences que j'ai vécues, celles que j'estime bonnes, celles que j'estime mauvaises, elles m'ont tout appris. Et l'avenir aussi, donc mon deuxième mot, c'est bénédiction. C'est que je bénis la vie, je suis un amoureux de la vie, de l'être humain, et de pouvoir y participer, mais quel cadeau. Donc voilà, je terminerai par vous inviter à voir ce cadeau perpétuel que la vie nous offre, même quand on va mal, parce que il y a quelque chose à prendre. Merci infiniment, Gwen. Merci Seb et merci à tous. Nous sommes un et je nous aime.